Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'une âme en éveil. Je m'appelle Camille, je suis une flamme jumelle de polarité Yin Runner, réunie à mon jumeau, et je vous accompagne au sein de ces capsules audio. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter la première capsule qui s'appelle « La polarité Yin Runner sous le joug de son faux self » pour comprendre comment se caractérise le faux self dans la vie quotidienne d'une personne qui souffre de ce mécanisme psychique. Et je vous mets le lien sur la vidéo. Vous voici sur la deuxième capsule sur la notion de faux self, autrement appelée faux moi. La notion de faux self, elle correspond au fonctionnement égotique de la polarité Yin Runner au sein de son parcours de flamme jumelle. Une forme d'ego inversé qui vise à protéger l'individu. Je fais le choix de présenter cette vidéo en deux temps. Dans un premier temps, l'étape qui permet de fissurer le faux self pour la polarité yin, c'est-à-dire le fait d'ouvrir la brèche, une étape psychique préalable pour entamer le travail d'éveil de conscience. Et dans un deuxième temps, je présente l'étape qui permet de démasquer le faux self pour la polarité yin, c'est-à-dire d'accepter réellement l'existence du faux self et de décider consciemment de faire un travail personnel. Je parle de cette notion de faux self dans le cadre d'un parcours de flamme jumelle et uniquement dans ce cadre-là. Ces capsules, elles sont constituées de mes recherches et mes prises de conscience personnelles dans le cadre de mon propre parcours. Je ne suis pas thérapeute, je suis exploratrice, la journaliste de ma propre histoire et de mon parcours d'éveil de conscience. Le sujet du faux self est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il est, selon moi, la clé de voûte principale du parcours d'éveil de la polarité Yin Runner. C'est l'entièreté du parcours du runner qui se fait autour de cette thématique. J'espère que les informations que je vais apporter, elles pourront permettre à des polarités Yin Runner de mieux se comprendre et d'entamer ou de poursuivre leur travail personnel, parce que prendre conscience de son faux self et des mécanismes, de ses propres mécanismes, demande beaucoup de courage et de développer une estime et un amour de soi suffisant et que vous disposez tous et toutes en vous pour mener à bien votre parcours. Le contenu de cette capsule, il est très sensible et il peut être intense pour certains et certaines d'entre vous. Je pense notamment aux runners qui sont dans un parcours de flamme jumelle. C'est un épisode qui me demande à moi-même de nombreuses ressources psychiques pour l'enregistrer, alors que je travaille sur mon propre faux self depuis plus de 2 ans. Prenez donc soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même, aimez-vous en chaque instant et respectez-vous. Respectez votre rythme, vos émotions, votre corps et votre bien-être psychique. L'idée de ces capsules, c'est pas de mettre en difficulté, mais apporter des éclaircissements théoriques et conceptuels aux personnes qui sont en recherche d'informations. D'ordre général, je recommande fortement à toutes les polarités Yin Runner de se faire accompagner par un thérapeute compétent sur les différentes notions que je vais aborder. Faux self, dépendance affective, psychotrauma, la thérapie permettant d'avoir un lieu d'introspection sécurisé, un ancrage qui permet l'étude de sa propre psyché avec un soutien extérieur. Je vous souhaite une bonne écoute. Le sujet du jour est, encore et toujours, le fameux faux self. Et oui, parce qu'il y en a des choses à dire. C'est un sujet si fascinant, mystérieux et très difficilement compréhensible, il faut bien le dire. J'avance avec vous au travers de différentes capsules pour lever le voile sur cette construction psychique de protection supra-élaborée pour en comprendre les fonctionnements, ses contours, ses points d'accroche, ses subtilités et ses caractéristiques. C'est d'ailleurs ce qui motive la construction de contenu sur ma chaîne, c'est essayer d'expliquer une notion, un concept, une théorie à quelqu'un en face de soi. Du coup, c'est chercher à définir des ressentis, des perceptions, des fonctionnements et de ce fait, moi, ça m'aide à me thérapiser au fur et à mesure de mon parcours.
en complément bien sûr de ma thérapie auprès de mon thérapeute. Je rappelle ici que je ne suis ni thérapeute ni médecin, je suis juste une âme en éveil qui vous présente ses propres prises de conscience. Je suis journaliste de ma propre existence et je cherche à partager ce que je comprends de mes fonctionnements pour aider d'autres personnes à peut-être mieux se comprendre aussi. Je ne prétends pas avoir la science infuse et tous les témoignages que j'apporte font partie de ma propre réalité, c'est-à-dire ma vérité au jour d'aujourd'hui, au moment où j'enregistre l'audio. Ce n'est en aucun cas une seule et même vérité et je vous invite, comme toujours, à garder votre plus grand discernement. Le sujet du jour, c'est fissurer et démasquer le faux self. Première étape, fissurer le faux self. Les premiers éléments qui m'ont mis la puce à l'oreille concernant mes fonctionnements personnels, sans prendre conscience qu'il s'agissait véritablement d'un faux self, ils ont été nombreux. Notamment le fait que j'avais des fonctionnements complètement opposés, par exemple, au travail et à mon domicile. Le fait d'être organisé, énergique, responsable versus désorganisé, apathique et parfois assez immature dans mes comportements. Le fait que je sois focus sur les autres continuellement. Il faut savoir que je suis travailleur social de formation, comme certainement beaucoup de polarité yin, et je passais beaucoup de temps à aider et soutenir les autres, leur conseiller des choses que finalement je n'appliquais même pas à moi-même. Le fait qu'il était pour moi impossible d'aller voir un thérapeute alors que je savais que j'allais mal depuis des années, comme une porte infranchissable. Car la peur au fond de moi était que le professionnel voie ce que j'ai cherché à cacher à tout le monde, y compris moi-même. Comme s'il allait voir la petite fille qui se cachait au fond de moi, derrière la muraille, et comme si témoigner ce que je vivais allait faire que je m'effondre finalement, et qu'on allait découvrir que j'étais une mauvaise personne, malgré tout ce que je faisais pour ne pas l'être. Le fait aussi que je sois très déstabilisée par les personnes qui me regardaient dans les yeux, comme si elles allaient voir derrière le masque, voir tout ce que j'essayais de cacher. Le fait aussi que j'avais beaucoup de mal à accueillir un compliment. Ça me mettait profondément mal à l'aise. Je cherchais sans arrêt des excuses pour dire que je n'avais pas fait quelque chose d'exceptionnel, quitte parfois à me dévaloriser ouvertement devant l'autre. Le fait qu'il soit très difficile pour moi de me positionner face à quelqu'un pour dire ce que je pensais, mais que je sois capable de ruminer pendant des heures après cette rencontre ou cet échange, à refaire l'histoire sous toutes les coutures en me disant j'aurais pu dire ci ou ça et j'aurais répondu ça, mais lui il a dit ça, etc. Et aussi la culpabilité que je ressentais constamment simplement au fait d'exister. Il y avait une peur chronique de décevoir les autres, mes proches, mon entourage et surtout mes parents, que ce soit dans le cadre de mes relations, de mes études, de mon travail, de mon lieu de vie, etc. Un des autres points, c'était le fait que mes échecs soient vécus davantage avec la peur de ternir ce que les gens allaient penser de moi, donc l'image que je renvoyais, plutôt que ce que je vivais personnellement ou ce que j'étais amenée à ressentir. Et pour finir, cette sensation de vide intérieur qui était très très lourde à porter. Voilà, donc dans la plupart des choses que je viens de vous décrire, il y a quand même quelque chose qui apparaît, qui est de l'ordre de la disqualification personnelle. C'est-à-dire qu'il y a un réel empoisonnement personnel qui vient empêcher d'être,
empêché d'être, empêché d'être reconnu, une culpabilité assez chronique finalement, des peurs de décevoir, de ne plus être aimé, d'être rejeté. Il y a des notions d'image, l'image que j'apporte de moi au travail et celle que je laisse vivre chez moi. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses qui montrent que en tant que polarité yin, je vivais à l'extérieur de moi et dans finalement la culpabilité de pouvoir exister en moi-même. L'étape qui m'a permis de fissurer le faux self s'est fait en plusieurs temps. C'est-à-dire que c'est une imbrication d'événements qui ont permis d'amener cela. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écrire dans un journal où je me permettais d'écrire ce que je ressentais. Ce qui sous-entendait d'aller étudier ce que je ressentais à l'intérieur de moi, et ça, c'était très nouveau. Je vous recommande d'ailleurs à tous et toutes d'écrire tous les jours, si possible, ou en tout cas à chaque fois que vous le pouvez, et surtout quand vous n'en avez pas envie, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer. Pourquoi? Pour faire exister ce que vous vivez et ne pas le garder à l'intérieur de vous. Pour ne surtout pas le refouler à l'intérieur de vous. Vous êtes légitime de ressentir et ça peut être écrit sur un journal. La deuxième chose, c'est que j'ai rencontré une polarité yin qui avait elle aussi un masque énorme. Je pouvais lire à travers les lignes. Je voyais cette personne sourire en chaque instant et tout le monde pensait que ces sourires étaient véritables, alors que cette personne, elle vibrait la tristesse profonde et un mal-être intense. J'entendais tous les propos dévalorisants qu'elle pouvait avoir à son endroit, tout en encensant les autres finalement. Je voyais tous ces talents qu'elle refusait de prendre en compte et je voyais aussi ses mécanismes de protection. C'était ce que j'appelle une rencontre miroir, mais là où le miroir en face est quasiment l'exactitude de la personne qu'on est et pas son opposé. Du coup, ça m'envoyait ma propre image continuellement dans le verbal, dans le non-verbal. Cette personne, elle parlait et j'aurais pu dire exactement la même chose avec les mêmes termes, ce qui fait que quand je voyais qu'elle se dévalorisait, je me voyais en train de potentiellement moi aussi me verbaliser à travers d'autres phrases. Et finalement, je voyais l'entièreté du personnage, donc c'est cette polarité yin, et je voyais son masque, ce qui sous-entendait peut-être que j'en avais un, moi aussi. Parallèlement à cette rencontre, j'ai eu accès en même temps à une bibliothèque de livres dans un lieu de woofing sur les sujets de l'hypersensibilité et du haut potentiel, qu'il soit intellectuel ou émotionnel. J'avais beaucoup de difficultés à lire ces ouvrages, car j'avais peur. Je me reconnaissais dans certaines lignes et il était impossible pour moi de me laisser aller à penser que je pouvais être hyper quelque chose ou haut quoi que ce soit. C'était pour moi un manque d'humilité important, l'affirmation d'un extra alors que j'étais juste moyenne en tout et vraiment bonne en rien. J'ai lu notamment le livre de Christelle Petit-Colin qui s'appelle « Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant » que je vous recommande vivement. Une lecture passionnante où l'autrice abordait justement les réticences d'un haut potentiel à reconnaître les faits. À chaque fois que j'avais une montée de bouclier en disant « Non mais là elle va trop loin, c'est trop », bam, elle claquait une petite phrase en disant « Bah, la réaction d'un haut potentiel sera de se mettre en colère après cette phrase ». Comme si finalement elle m'accompagnait même pendant cette lecture. Au sein de ce livre, Christelle Petit-Colin, elle parle du faux self d'un haut potentiel. Une image que l'on se donne pour rester dans la norme, pour ne pas dépasser, pour ne pas sembler anormal.
car une personne haut potentiel a des fonctionnements neuronaux, des schémas de pensée, des sensibilités exacerbées par rapport aux autres, qu'on appelle les normaux pensants. Pourquoi est-ce qu'elle les appelle les normaux pensants? Puisqu'ils pensent comme la norme. Donc, rester dans la norme, c'est être accepté par les normaux pensants. Et finalement, de prendre conscience de ça, de lire ça, c'était une déflagration dans ma propre psyché. Elle expliquait avec des mots très simples mes propres ressentis. C'était donc ça, je me cachais derrière quelque chose car il était trop difficile pour moi d'être moi-même. Et c'est à ce moment-là que les souffrances psychiques ont commencé pour moi. J'avais l'impression de tomber dans un puits sans fond, un trou noir. La plupart de mes croyances étaient démontées d'un coup et me plongeaient déjà dans une pré-nuit noire de l'âme. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer une thérapie. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression de devenir folle, de virer de la carafe. Et d'ailleurs, c'est typique d'une personne qui découvre qu'elle a un faux self. Le vrai self, donc le vrai moi n'existant pas ou peu, la place est faite au vide intérieur, puisque le vrai self n'a pas été cultivé, et toutes les angoisses vont ressortir. Mon mal-être psychique était tel que je ne pouvais plus penser à quoi que ce soit. Mon cerveau était en bug complet, mes sensations et mes émotions étaient exacerbées. C'était très désagréable et perturbant pour moi. Un état d'ingérence alors que je m'efforçais de toujours être dans le contrôle interne auparavant. Je n'avais plus le contrôle. Je ne comprenais rien de ce qu'il m'arrivait, obnubilée par une question, mais qui suis-je finalement? Jusqu'à quel point je me suis menti? Et face à ces gros moments de perplexité et de difficulté, j'ai choisi une psychologue à la hâte, un peu au hasard comme ça. Et le premier rendez-vous, il a été catastrophique. J'en suis ressortie honnêtement plus mal que quand j'étais arrivée. La psychologue en question, elle connaissait pas en fait les mécanismes de faux self ou ce que j'essayais de mettre en avant. Et du coup, elle a fait du forcing pendant le rendez-vous, alors que c'était le premier rendez-vous, hein. Ce que j'ai vécu comme une intrusion à travers des phrases comme il y a des choses que vous me cachez, qu'est-ce que vous ne voulez pas dire, pourquoi vous ne voulez pas en parler. Et donc, c'était très, très intrusif pour moi. Et malheureusement, à ce moment-là, j'ai cru à tort que personne n'allait pouvoir m'aider, que j'étais un cas désespéré et que j'allais devoir faire et vivre cela toute seule. Ce qui était une erreur, hein, une illusion, hein, c'est pas du tout le cas. Mais ça permet là juste de reconnaître à quel point les mécanismes d'auto-sabotage existent en la polarité yin. Je fais un petit aparté en disant que ceci m'est arrivé avant de rencontrer mon autre. Je pense que c'est typique des couples de flammes jumelles qui sont dits récents, où les deux individus entament un processus de précompensation en amont de la rencontre, c'est-à-dire un travail personnel sur leurs égos respectifs pour entamer le chemin d'éveil de conscience. Cette étape, elle est arrivée un peu plus de 2 mois, en fait, avant la rencontre avec mon jumeau, comme si c'était une étape préalable à notre rencontre et au fait que nous puissions nous reconnaître. Deuxième étape, démasquer le faux self. Fissurer le faux self, c'est ouvrir une brèche. Accepter plus ou moins l'idée qu'il puisse exister en soi une forme de masque social plus ou moins important dont on ignore les contours. C'est créer une faille dans la psyché pour que cette idée puisse avoir sa place. Cette étape, elle n'est pas suffisante pour travailler sur soi-même, car il se peut que l'individu n'arrive pas à faire face à cette idée, finalement il l'engramme pas intellectuellement et la refoule et la réenferme pour se protéger.
C'est une étape préalable, donc fissurer le faux self, pour l'étape suivante qui est celle de démasquer le faux self. Autrement dit, prendre véritablement conscience du faux self. Autrement dit encore, développer une conscience intellectuelle et psychique suffisante pour se permettre d'aller regarder le faux self, avoir suffisamment de recul sur sa propre structure psychique pour se regarder soi-même et être le témoin du fait que le faux self est quelque chose d'extérieur à soi, qu'il ne me définit pas, qu'il n'est pas moi. Il cache quelque chose, il protège quelque chose et à tout prix. Personnellement, cette étape de mon parcours personnel, elle a été d'une souffrance innommable. Ce jour-là, j'ai fait une énorme crise d'angoisse et de panique comme je n'avais jamais vécu auparavant. Et je pense que je suis en capacité de vous expliquer pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire 2 ans, un peu plus de 2 ans après. Prendre conscience de son faux self, c'est passer au-dessus de toute une structure psychique de sécurité maximale. C'est donc vécu par sa propre psyché comme une auto-agression du système psychique. Alerte, alerte, alerte. S'autoriser à regarder le faux self dans sa propre psyché, ça demande une force psychique énorme, une assise psychique suffisamment stable, un courage et une audace que nous n'avions jamais réussi à avoir jusque-là, car les peurs étaient bien trop grandes. C'est une chose qui arrive lorsque l'individu est prêt à le vivre, suffisamment construit et stable psychiquement pour encaisser l'événement et ne pas décompenser. C'est un acte qui recrée instantanément une situation de stress et d'angoisse intense. C'est un acte qui fait vivre en partie importante l'agression originelle de l'individu. Agression originelle même qui a forcé la création de ce fameux faux self à son origine. Ce n'est pas un acte anodin, c'est un acte décisif. Et il est absolument nécessaire de ne pas y aller au forceps et de ne pas forcer la personne à le faire, parce que cela pourrait être complètement déstructurant pour une personne, provoquer une décompensation psychique et finalement l'apparition de troubles psychiques et psychiatriques qui peuvent être très graves. Ce jour-là, à ce moment précis, je l'ai senti venir. Je savais que cette angoisse, elle n'était pas comme les autres. Les nouvelles connaissances et prises de conscience que j'avais eues ces derniers temps, elles étaient en train de me faire rompre. Il y avait des systèmes de protection de ma psyché qui étaient en train de s'effondrer. Et ça m'avait donné assez de grains à moudre pour rencontrer mon faux self. Je me souviens que je me disais, non mais ça y est, je vais devenir folle, ça y est, c'est le jour J, c'est aujourd'hui. Je suis en train de décompenser et de virer de la carafe. À moi l'internement psychiatrique et la camisole de force. Ça y est. Au cours de mon parcours professionnel de travailleur social, j'avais eu l'occasion d'accompagner de nombreuses personnes en souffrance psychique ou concernées par des troubles psychiatriques et je savais ce qu'était une décompensation. Oui, parce que j'ai toujours eu la peur viscérale d'être folle, d'avoir une maladie psychiatrique et de devoir le cacher absolument pour qu'on ne voit pas que je l'étais. Au fond de moi-même, j'en étais certaine. Et c'est bien tout l'enjeu, de comprendre que le faux self est une structure psychique plutôt sophistiquée qui permet de ne pas devenir fou, quitte à être dans le déni, dans le refoulement et dans l'idéalisation de son vécu passé pour ne pas mourir de souffrance émotionnelle. Le faux self est un garde-fou. Et je me suis dit, eh bien Camille, quitte à virer Barjot aujourd'hui, enregistre ce que tu es en train de vivre, finalement tu auras la preuve de ce qui s'est passé ce jour-là. Tu auras de la matière à étudier ce phénomène en toi, tu pourras comprendre finalement a posteriori ce qui s'est passé. Et même si tu es folle, c'est pas grave. Ce qui est en train de se passer doit se passer. C'est une peur viscérale et primordiale qui existe en toi et tu peux pas la garder indéfiniment comme ça.
Elle cherche à sortir, alors laisse-la faire et enregistre-toi. Tu auras de la matière à étudier cela avec un psychiatre ou des personnes compétentes autour de toi pourront t'expliquer ce que tu as vécu, t'expliquer quel tour te joue ton esprit et tu pourras adhérer à un protocole de soins pour aller mieux. Et sans le savoir, en fait, en décidant de m'enregistrer et donc de parler à voix haute, je me suis créé un point d'ancrage qui m'a permis de vivre cet épisode si intense et traumatique tout en étant connecté dans la matière. J'ai lancé l'enregistrement audio et j'ai commencé à expliquer ce que je vivais. Finalement aussi comme si je parlais à un psy, sauf que j'étais toute seule. Ce jour-là, je me suis littéralement effondrée psychiquement. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus rien, j'avais perdu tous mes repères. Je sombrais dans une angoisse intense. Je perdais pied, tout s'effondrait. C'est comme si je me perdais en moi-même. La panique s'emparait de moi. Mon cœur battait si fort que je le sentais tambouriner dans ma poitrine. Mon rythme cardiaque était si fort qu'il en aurait percé mes tympans. J'étais terrorisée, tremblante, haletante. Je suais de tout mon corps. L'angoisse en intraveineuse par cathéter. Et la peur circulait dans chaque cellule de mon corps. J'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Mon corps me disait que j'étais en train de mourir. Des mécanismes défensifs sont présents pour maintenir l'individu en état de vie. À partir du moment où l'on passe au-delà de ces mécanismes, ou bien que ceux-ci cèdent par prise de conscience, l'état d'alerte se lance pour ne pas aller vers la mort. Le corps se met à somatiser une angoisse généralisée et les hormones de stress sont libérées à haute dose et mettent finalement le corps en péril. Mes pensées, elles affluaient à une vitesse vertigineuse. Je ne contenais plus rien. J'avais plus aucun contrôle sur ma vie psychique. Je me retrouvais tout à coup à faire du hors-piste. Je sautais dans le vide sans parachute. Et oui, car quand on n'a jamais passé la barrière du faux self, eh bien, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On l'ignore, tout simplement. Et vous savez comme moi, comme l'inconnu peut faire peur. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière tellement de verrouillage et de systèmes de sécurité ? Certainement quelque chose de très dangereux, quelque chose auquel on ne doit pas avoir accès, quelque chose qui ne doit pas sortir. Une bombe nucléaire, un engin de destruction massive, un danger mortel, un monstre sanguinaire. Croyez-moi, les sources d'imagination et de peur sont inépuisables chez la polarité yin. Regarder son faux self, c'est le voir. Mais croyez-vous qu'il va en rester là sans rien dire, ce petit bougre? Il n'en est pas question. Il règne en maître suprême depuis des décennies et vous croyez qu'il va se laisser faire aussi facilement. L'ego inversé a toute puissance sur la polarité yin. Il n'a aucune envie de laisser sa place. Il a été créé de toutes pièces pour protéger l'individu et si l'individu contourne cette protection, il n'a plus de protection. Voir son faux self, c'est reconnaître son existence. Reconnaître l'existence de son faux self, c'est comprendre qu'il y a un vrai self quelque part. Et c'est d'ailleurs le vrai self qui est protégé, coûte que coûte, par le faux self. Ce faux self, il est présent pour faire taire les peurs et les traumas de la polarité yin. Contourner le faux self, le dépasser, le traverser, c'est révéler les peurs et les traumas. Le faux self sert à contenir la boîte à secrets du profil yin au sein de son inconscient. Il ne peut pas ne plus exister car il libérerait tout ce qu'il cachait jusqu'alors. Et le corps réagit face à cette intrusion. Il envoie tous les signaux d'alerte pour éviter le crash psychique. Ce serait comme d'être dans un cockpit d'avion en train de se crasher. Tous les voyants clignotent, toutes les alarmes sonnent, des messages d'alerte se multiplient dans une cacophonie générale. Le risque, c'est la mort. Le cerveau sécrète des hormones à haute dose pour signaler l'agression. Et c'est là que des pensées, des murmures,
et des soupirs ont afflué dans ma psyché tels des... Mais pour qui tu te prends, Camille? Tu es complètement folle, tu es dérangée, tu es désaxée, tu es anormale, bizarre, tu ne devrais même pas exister. Tu inventes, tu es une menteuse, odieuse, impertinente, insolente. Tu es une mauvaise personne. Tu es faible, incapable, misérable, médiocre et insignifiante. Tu es naïve, candide, immature. Tu es moche et répugnante. Tu es méchante, sale, impure. Et tu ne mérites même pas de vivre. Je ne sais pas si vous avez la référence, mais ce qui s'est passé, c'était un petit peu comme la fumée de magie noire qui ressort des Horcruxes qui sont détruits dans Harry Potter. Une multitude de voix, de murmures et soupirs insultants, mentionnant toutes les peurs les plus enfuies, les plus enfouies, pour essayer de détruire la personne et l'emprisonner dans la folie. Oui, je sais, ce que je viens de dire est absolument horrible, mais c'est pourtant bien vrai. Et je les ai écoutées, toutes ces pensées, ces insultes, ces agressions. J'ai encaissé, encore et encore. Je me suis recroquevillée, je me suis ratatinée, jusqu'au sol de mon intériorité. Je gisais, tel un être sans vie, anéanti, meurtri, détruite par tous ces qualificatifs. La souffrance était telle qu'elle m'arrachait toute envie de vivre. Et puis, j'ai constaté que j'étais encore en vie. Que malgré tout ça, j'étais pas morte. Et qui plus est, je m'autorisais à sentir un profond désaccord avec ce qui avait pu me traverser l'esprit juste avant. J'ai constaté que cette rumination mentale, cette mutilation mentale, cette torture psychologique infernale était l'œuvre de mon propre esprit, mon propre bourreau interne. J'ai compris que ce n'était pas la première fois que je le vivais, mais que je n'en avais pas conscience avant. J'entendais régulièrement des soupirs et des murmures, ceux de mon inconscient. Quand je cassais quelque chose, par exemple, « T'es une merde, tu ne sais même pas faire ça. » Quand j'avais des doutes, « Tu n'es même pas fichu de prendre une décision par toi-même. » Quand j'oubliais quelque chose, « Tu ne penses vraiment jamais à rien. » Ces mots étaient pensés avec le son de ma propre voix, mais en y réfléchissant bien aujourd'hui, ils avaient été entendus dans ma vraie vie. J'entendais beaucoup la voix de ma mère et aussi celle de ma tante. J'entendais la voix de certains proches, d'anciens amis, camarades d'école, mais aussi des ex. Tout ne leur appartenait pas. Enfin, je crois. Certains m'avaient été auto-attribués sans en prendre conscience. Mais la plupart de ces qualificatifs avaient déjà été verbalisés par des proches. J'ai compris aussi que cette torture psychique, ce flot de pensées, je me l'infligeais à moi-même, toute seule, à l'instant présent. Une vraie tortionnaire interne. Les pensées étaient le fruit de ma propre création à un instant T. Elles ne venaient pas de l'extérieur direct, elles étaient dans ma propre tête. Elles circulaient en bande originale incessante depuis des années, en sourdine, puis parfois plus fort. Une automutilation permanente. Oui, parce qu'au fond de lui, au fond d'elle, la polarité yin pense qu'elle est une merde, une chose insignifiante qui ne mérite même pas de vivre, qu'elle est anormale, différente et qu'elle dérange, qu'elle est inutile et sans substance, qu'elle ne mérite même pas d'exister, qu'elle est une mauvaise personne, une sociopathe ou même un monstre.
Et je me souviens que je n'étais pas d'accord avec tous ces termes. J'étais bien loin d'être parfaite, c'est certain, mais je n'étais pas tout ça. J'étais différente, j'étais douée pour certaines choses, je me découvrais créative, j'étais une personne joyeuse et aimante, j'étais une personne positive qui cherchait la beauté de la vie en chaque instant. J'avais accès à l'émerveillement, à la naïveté, la candeur. J'avais tout un tas de qualités qui me venaient en tête. Je voyais parfois ce que les autres ne pouvaient pas voir et je souffrais parce que ces mêmes personnes me reprochaient de ne pas pouvoir voir ce que moi je voyais. S'ils ne pouvaient pas le voir, s'ils ne pouvaient pas le ressentir, c'était forcément moi le problème. C'est forcément moi qui est anormal, qui est trop quelque chose. Et ce jour-là, finalement, j'ai compris que j'étais normale dans mon anormalité. Je suis parfaitement imparfaite. Je suis unique et je suis une belle personne. Et je le sais au fond de moi. J'ai pris conscience à ce moment-là que j'avais été jusqu'alors ma pire ennemie. Mon bourreau interne avait pris une telle place dans mon intériorité que j'étais captive de toutes mes propres maltraitances. Des maltraitances que j'avais été amenée à vivre dans le passé, mais qui n'existaient plus aujourd'hui. Que je pouvais rester cette pire ennemie pour moi-même, continuer à me faire souffrir autant, à ressasser encore et encore, ou bien changer. M'autoriser pour la première fois de ma vie à être ma meilleure amie, ma confidente, ma béquille, mon propre soutien. D'être mon propre parent, de réécrire l'histoire et de comprendre que le passé était le passé et que le présent m'appartenait. Que ces phrases, ces mots étaient le fruit d'un passé douloureux, mais qu'ils ne définissaient en rien mon présent. Qu'ils étaient un code erroné de moi et qu'ils n'étaient plus du tout d'actualité. Je ne suis pas tout ce que j'ai entendu. Non. Et ce jour-là, à voix haute, je me suis fait une promesse, celle d'être toujours là pour moi, de m'accueillir, me reconnaître, m'écouter, m'entendre, me permettre d'exister. Là où dans mon passé d'enfant, on ne m'avait pas permis de le faire. Je ne suis plus une enfant, je suis une adulte. Je me suis fait la promesse que je serai là à chaque expérience, chaque réussite et chaque erreur, que je serai là pour les bobos aux genoux, les chagrins d'amour, les cauchemars, les peurs, les crises de panique, les crises d'angoisse, les peurs, les souffrances, peu importe. Peu importe l'étendue du travail, je serai là pour moi et parce que je l'ai décidé aujourd'hui. Voilà ce que j'ai trouvé derrière le faux self, derrière toutes ces barricades, ces murailles de protection. Une enfant bâillonnée, enfermée, mutilée par tout ce qu'elle avait vécu pendant son enfance et qui était persuadée qu'elle avait vécu tout ça par sa faute, par sa responsabilité, qu'elle était coupable, qu'elle le méritait. Un enfant ne remettra jamais en question les adultes en face de lui. Il considérera en chaque instant que c'était lui le problème. Mais un enfant devenu adulte le peut en revanche. Il peut regarder son enfance avec plus de hauteur et comprendre qu'il n'était qu'un enfant, qu'il ne cherchait qu'à se découvrir, s'expanser et comprendre le monde, et qu'il a été empêché par des parents ou un entourage parfois défaillant et toxique. Alors j'ai fermé les yeux, j'ai visualisé l'enfant que j'étais. Je me suis accroupie devant cet enfant que j'avais été. Je lui ai tendu la main et je lui ai dit que je l'aimais, que j'étais venue la chercher, enfin, que je venais pour la délivrer, que je lui présentais mes excuses pour l'avoir laissée ici tout ce temps. Je lui ai expliqué que j'allais faire de mon mieux, que j'étais consciente qu'il lui faudrait du temps pour me faire confiance. Je lui ai dit que je comprenais pourquoi elle avait construit tout ça et qu'on allait travailler ensemble pour dessiner notre présent et notre avenir. La prise de conscience de mon faux self a été un acte clé de mon processus de guérison et de réparation personnelle. Après une telle prise de conscience, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est un acte décisif, un acte d'amour qui permet la possibilité de déconstruire tous les schémas inconscients et d'apporter une nouvelle grille de lecture aux événements vécus. C'est vivre sa vie et arrêter de survivre et de subir.
peux donner un conseil précieux aux polarités yin runners qui cherchent à cheminer en conscience, c'est de se faire aider par un professionnel de santé compétent. Prendre conscience de son faux self, l'apprivoiser et en comprendre les contours demande beaucoup de temps et de bienveillance avec soi-même. Le bourreau interne est si ancré qu'il peut parfois être impossible, voire véritablement dangereux de travailler seul. Le risque d'effondrement et de décompensation psychique, il est important. Et il est nécessaire d'avoir une estime de soi suffisante pour affronter son propre faux self. Donc d'avoir développé un vrai self suffisamment costaud pour affronter le faux self. Et la présence d'un thérapeute permet d'apporter une force supplémentaire au vrai self et d'accompagner ce combat avec le faux self. Puisqu'au début, il s'agit vraiment d'un combat, de reprendre le pouvoir sur son intégrité, de reprendre le pouvoir sur son intériorité. Avec le recul aujourd'hui, je pense qu'il aurait été préférable que je vive cette expérience au sein d'un cabinet pour ne pas autant souffrir et avoir un amarrage extérieur suffisant. Aller visiter son inconscient seul peut se montrer dangereux. Car ce qui est caché dans l'inconscient l'est car l'information menace la conscience de l'individu. Cela veut dire que cette information peut amener une défaillance du système psychique et provoquer un effondrement. Pire encore, forcer les portes de son inconscient amène la personne à se traumatiser elle-même et mettre du trauma sur du trauma, ne faisant que renforcer les mécanismes de protection. Et il est important de se rapprocher d'un professionnel compétent en la matière. Un professionnel qui maîtrise différents concepts tels que le faux self, la dépendance affective, les psychotraumas, etc. Et que cette personne, elle puisse vous accompagner dans un cheminement avec le plus de sérénité possible. C'est à vous de choisir le professionnel qui vous accompagnera. Ne restez pas dans me prendra bien qui voudra s'occuper de moi. Non, ça c'est encore une posture d'ego inversé. C'est à vous de choisir le professionnel avec qui ça va matcher, avec qui vous vous sentez en sécurité, que vous sentez en force en face de vous. C'est-à-dire que peu importe ce que vous lui racontez, il est là et il ne vous juge pas, il vous accueille. Il faut vraiment trouver une personne qui pourra vous autoriser à exprimer ce vrai self et tous vos doutes, puisque sinon c'est pas possible en fait. Ça ne fera que peut-être vous convaincre de l'inverse, que ce que vous faites c'est pas bien. Et des fois, vous serez confronté au propre faux self d'une personne en face de vous. Donc, ça peut aussi la déranger. Il y a des psychologues qui n'ont malheureusement pas suffisamment travaillé sur eux-mêmes et qui sont pas à l'aise avec les mécanismes de transfert et de contre-transfert. Et c'est absolument nécessaire que la personne en face de vous, elle soit équilibrée et qu'elle vous accueille dans vos vraies préoccupations. Et ça, c'est de votre responsabilité. C'est un acte d'amour et de foi envers vous-même que de vous permettre de choisir un professionnel compétent. Et si ça ne marche pas avec un professionnel, essayez avec un autre. Mais la thérapie est nécessaire dans tous les cas. Après la prise de conscience du faux self, s'en suivra de nombreuses autres étapes telles que le regret de cette prise de conscience. Je préférais avant, quand je ne me posais pas de questions, car les traumas logés dans l'inconscient sont nombreux et ils provoqueront des souffrances psychiques et physiques importantes pour l'individu. La personne, elle sera amenée à ressentir ce qu'elle avait refoulé à l'époque pour pouvoir s'en libérer. Donc, ça peut provoquer des regrets, des souhaits de retour en arrière qui sont une illusion, puisque aucun retour en arrière n'est possible. La réparation, quand elle est lancée, elle est lancée. Ça peut aussi amener une culpabilité d'avoir créé un faux self et le deuil, véritablement de faire le deuil, d'être passé à côté de sa vie pendant des dizaines d'années.
Et ça peut apporter des douleurs, des souffrances qui peuvent durer dans le temps, hein, parce qu'en fait, il y a une vraie digestion de tout un passé. Moi-même après 2 ans et demi, je prends conscience de certains événements de mon passé, et des choix ou non-choix que j'ai pu faire et voilà, il y a vraiment un processus d'acceptation de ce qui s'est passé, de compréhension. Il y a aussi que lever le voile du faux self ne veut pas dire le comprendre et changer immédiatement comme délivré de ce fléau existant depuis toujours. Non. C'est pas enlever un masque et voir plus clair d'un coup. Pouf, ça y est, changement, non. La modification des mécaniques comportementales, elle prendra beaucoup de temps et en fait, c'est une vraie réhabilitation psychosociale à travers les expériences de la vie. Et finalement, la prise de conscience du faux self, c'est la première étape du changement, de la déconstruction massive. Donc la déconstruction massive de ce faux self, hein, on ne cherche pas à l'assassiner, on travaille avec. On travaille à le comprendre et à le déconstruire pour renaître et construire son vrai self. Et alors, je finis avec un petit coup de gueule. Ouais, je vais l'appeler comme ça, hein. J'entends vraiment trop souvent dans les vidéos sur les flammes jumelles, des chasers notamment, hein, que le profil yin doit démasquer son faux self et enfin il y verra plus clair, que c'est quand même pourtant simple, une évidence même. Enlève donc ce déguisement et qui te gêne et puis grandis un peu. Mon Dieu, non, sachez que démasquer un faux self et de travailler sur soi pour un runner, c'est l'épreuve de sa vie en fait. Ça se fera pas du tout en un claquement de doigts. Et d'ailleurs, je ne peux pas croire que les personnes qui sont aussi dégradantes avec leurs jumeaux soient dans un parcours de flammes jumelles. Je vous invite vraiment à y réfléchir parce que quand on porte autant d'accusations négatives à propos de quelqu'un, il y a quelque chose qu'on veut pas regarder en soi en fait. Et j'invite tous les chasers qui sont réellement sur ce parcours à développer de l'empathie et à se recentrer sur eux-mêmes pour laisser leurs jumeaux faire ce travail. Et j'en profite aussi pour dire que le chaser n'est pas le thérapeute ou le sauveur de son runner. Même si vous ressentez une envie irrésistible de réparer votre autre, de l'aider, de le soutenir, parce que vous avez les solutions, parce que vous voyez ce qu'il ne voit pas, parce que vous pourriez tellement lui apporter, ne tombez pas dans le piège du sauveur. Votre runner, il vivra ça comme une intrusion psychique. Et tous ces mécanismes de protection se retourneront contre vous au lieu de servir à sa réhabilitation. Quand vous cherchez à sauver votre runner, vous lui empêchez de faire son travail. Et en voulant le sauver, vous lui montrez inconsciemment encore une fois que c'est un enfant qui ne pourra pas y arriver tout seul. Ce qu'il a toujours pensé au fond de lui, alors que c'est de la responsabilité du runner que de développer son propre adulte, soutenant et sécurisant pour devenir autonome et ne dépendre de personne. Cher runner, chère polarité yin, croyez-moi, si je l'ai fait, vous le ferez vous aussi. Ce parcours de flammes jumelles, il nous donne une force inépuisable pour cheminer en conscience. Vous serez amené à traverser des tempêtes, à tomber, à vous relever, à faire face à des états dont vous ne pouviez même pas imaginer la force. Et sans cesse, à travers ces expériences, vous vous prouverez en tout temps que vous en êtes capable. Le vrai self qui brille en vous vous amènera à incarner vos valeurs, vos aspirations, vos ambitions et à vous révéler à vous-même. Autorisez-vous à être votre meilleur ami, votre confident, votre béquille, votre propre soutien. D'être votre propre parent, de réécrire l'histoire et de comprendre que le passé est le passé et que le présent vous appartient. Lorsque vous serez prêt, faites-vous la promesse d'être toujours là auprès de vous.
La promesse de vous accueillir, de vous reconnaître, de vous écouter, de vous entendre et de vous permettre d'exister. La promesse d'une alliance éternelle avec vous-même. L'union et la réunion avec vous-même dans toutes vos dimensions pour découvrir le véritable amour de soi. Je vous laisse sur ces dernières phrases. Prenez bien soin de vous et à très vite.